أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite après ce moment d'absence sur, on va dire, comment est-ce que dans la civilisation musulmane, en fait, on classifie les sciences, comment on a codifié la science, comment est-ce qu'on a pensé la science, comment est-ce qu'on a. Donc la dernière fois, on a vu une idée générale de comment est-ce que l'islam en fait a classifié et a codifié les sciences. Et aujourd'hui, on va voir, à partir d'aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail certaines notions, notamment la classification selon deux personnes qui ont justement classifié les sciences, fait en sorte que les sciences soient classifiées, codifiées. Donc, on va commencer aujourd'hui avec un des premiers épistémologues qui a codifié et classifié les différentes sciences, qui est Abu Nasr al-Farabi, rahimahullah. Bien sûr, Abu Nasr al-Farabi, d'un point de vue de notre croyance traditionnelle sunnie, on peut émettre envers lui certaines critiques, mais d'un point de vue purement scientifique, il est plutôt intéressant d'analyser comment est-ce que Abu Nasr al-Farabi, rahmatullahi alayhi, a codifié et classifié ces différentes questions. Donc, les musulmans entreprirent la classification des sciences dès le troisième, c'est-à-dire dès le troisième siècle de l'Hégire, soit le neuvième siècle du calendrier grégorien, du calendrier chrétien, avec Al-Kindi. Les systèmes qui en résultèrent, fondés sur la distinction aristotélicienne, exposée par Porphyre dans son Isagoge, entre les sciences théoriques, les sciences pratiques et les sciences productives, furent de plus en plus élaborés. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, le fait que beaucoup de textes en grec, en latin, en hébreu, en sanskrit, ont été traduits en arabe, ça a permis d'accéder en fait aux premières bases de la pensée dite scientifique. Et donc cette pensée-là a été ensuite mise sous la coupe de la compréhension arabe et corrigée selon la compréhension arabo-musulmane, où on a une réelle pensée de codification scientifique. Les principes islamiques s'ajoutèrent aux sciences anciennes, et les sciences religieuses, métaphysiques et la gnose occupèrent des degrés supérieurs. Donc la classification d'Al-Farabi est l'une des premières dont l'influence fut décisive. Elle figure dans son énumération des sciences, Ihsa, Ihsa al-Ulum, connu de l'Occident dans sa version latine de Gérard de Crémone de Scientis, et dans sa version hébraïque, et dans une autre version qui est une version hébraïque. Bien que partiellement éclipsé par Avicenne, donc Ibn Rushd, Al-Farabi, ah non, Avicenne, Avicenne, c'est pas Ibn Sina, je sais plus en fait comment ils ont, ça m'énerve. J'ai tellement plus l'habitude de prendre les versions, ouais, c'est Ibn Sina. Avicenne, c'est Ibn Sina, pardonnez-moi. Donc, Avicenne, c'est Ibn Sina. C'est Averroès, voilà, c'est Averroès, Ibn Rushd. C'est pénible leur transcription latine, là, des fois des noms, parce qu'on s'y perd. Donc, bien que partiellement éclipsé par Ibn Sina, Al-Farabi influença la plupart des penseurs musulmans ultérieurs, donc qui viendront après lui. Sa classification fut adoptée avec des changements mineurs par Ibn Sina, Al-Ghazali et Ibn Rushd Averroès. Assez curieusement, bien qu'il eût lui-même traité d'alchimie, d'interprétation des rêves et d'autres sciences occultes,
Il ne les a pas incluses dans sa qualification, dans sa classification. Il fut suivi en cela par les philosophes plus rationalistes des siècles suivants. On peut résumer ainsi le tableau de l'énumération des sciences. Donc, il met une première catégorie de sciences qui est les sciences du langage. Donc, la syntaxe, la grammaire, la prononciation, la diction et la poésie. On peut dire que la prononciation, la diction, on peut également appeler ça l'éloquence, les sciences de l'éloquence. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les sciences du langage. Dans ce qui est les sciences de la logique, maintenant, il a donné une autre classification qui est les sciences de la logique. Donc la division est la division, définition et composition des idées simples correspondant au contenu de l'Isagoge, de Porphyre, des catégories d'Aristote et de son De Interpretation, interprétationné. Après définition, des termes, les parties de la logique sont en nombre de 5. Donc en fait, en gros, il va reprendre les définitions. Comment est-ce que, au niveau de la définition selon ces anciens penseurs grecs, on va définir, penser et codifier la logique. Donc, après avoir posé les bases à ce niveau-là, il en découle qu'il existe 5 grandes parties qui définissent les sciences de la logique. Donc la première partie, c'est les conditions nécessaires aux prémices des syllogismes, ouvrant ouvrant à une connaissance. Donc ça correspond aux derniers analytiques dans la pensée d'Aristote. La deuxième grande définition, c'est la définition des syllogismes utiles et moyens de découvrir des preuves dialectiques. Donc ça correspond plutôt au topique dans la pensée d'Aristote. La troisième grande définition, examen de l'erreur dans les démonstrations des omissions et confusion dans le raisonnement et des moyens pour y échapper, correspondant aux réfutations sophistiques dans la pensée d'Aristote. La quatrième grande définition, définition de l'art oratoire, les syllogismes propres à porter à une discussion devant le public, correspondant à la rhétorique d'Aristote. Et en dernier point, l'étude de la poésie, comment l'adapter à son sujet, ses fautes et ses imperfections, correspondant à la poétique d'Aristote. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Abu Nasr al-Farabi et beaucoup de penseurs de cette époque-là, influencés par le mortazilisme, la philosophie grecque, etc., euh, en fait, ont découlé à partir des sources islamiques, donc le Coran et la Sunna, et l'héritage, et certains héritages aussi de leurs savants, souvent des savants de l'école Mortazili, ont réussi à codifier une application islamique de la pensée d'Aristote. Et c'est en ce sens où, que ce soit la mantiq, donc le mantiq, le ilm al-kalam, etc., que l'on retrouve aujourd'hui comme science chez nous, ont cette capacité de savoir analyser et comprendre une pensée anti-islamique dans le but de l'islamiser. Tout simplement, histoire de, histoire d'expliquer simplement, euh, on a islamisé en gros la pensée d'Aristote, histoire de faire très très simple. On l'a islamisé. Maintenant, après, avec le temps, certains se sont écartés justement des fondements de base de la religion et sont trop allés dans le calem et sont trop allés dans la pensée philosophique grecque. Et c'est là où certaines écoles de croyance aujourd'hui, comme les Ash'ari et les Mu'tazili, pardon, et les Maturidis, astaghfirullah, en fait, sont venus recentrer cette pensée autour du Coran et de la Sunna. Ils ont pris la méthodologie, l'outil dialectique, l'outil rationnel qu'utilisaient les Mu'tazili pour se rapprocher plus de
de ce littéralisme du Coran et de la Sunna. Certains, même parmi les Ashariya, et on reste chez les Ashariya, certains parmi les Ashariya, en fait, sont restés un peu sur cette méthodologie très philosophique, très calamiste. Et d'autres sont revenus à une forme un petit peu plus de atharisme. Et c'est là où même chez les Ashariya, pour avoir discuté avec des frères qui ont étudié l'école Ashari, qui ont étudié l'école Ashari, l'école de pensée de la croyance Ashari, qui ont fait en sorte de pouvoir justement, euh, qui, si je puis dire, ont réellement fait ce travail de pouvoir se, comment je pourrais dire ça? De pouvoir justement se rapprocher de du Coran de la Sunna et de cette compréhension du Coran et de la Sunna. Certains, en fait, sont allés aussi, ils sont restés un peu dans une méthodologie très philosophique et très dans la logique aristotélicienne. Mais, mais ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que euh, il y a de réels débats chez eux qui durent encore aujourd'hui. Et on ne peut pas mettre tous les Acharya dans cette catégorie de penseurs aristotéliciens. Certains ont perpétué cet héritage-là, d'autres se sont écartés, sont revenus à une forme, on va dire, un petit peu plus athari de la croyance. Donc, une autre grande catégorie de sciences, c'est ce qu'on appelle les sciences propédeutiques. Et donc, les sciences propédeutiques, ce sont des sciences qui méritent une analyse plus profonde. En fait, qui ouvrent à une analyse plus profonde. Donc, en premier, il y a l'arithmétique. Donc, il y a une partie pratique et théorique de l'arithmétique. Et c'est la deuxième chose, ça sera la géométrie. Donc, pareil, il y a une partie théorique et une partie pratique. C'est-à-dire, pourquoi on parle de sciences propédétiques? C'est qu'on peut faire des théories, on peut faire des théories sur ces sciences-là, et on peut également les mettre en pratique pour voir si notre théorie est vraie. Et si, après la pratique, on voit que la théorie initiale était fausse, on peut refaire une nouvelle théorie à partir des données pratiques pour repenser une nouvelle théorie, qu'on va également mettre en pratique, etc. Voilà pourquoi on appelle ça les sciences propédétiques. Donc la troisième grande science, c'est l'optique. La quatrième, c'est les sciences célestes, donc tout ce qui est l'astrologie et le mouvement et la forme des corps célestes. L'astrologie, en fait, l'astrologie, sortez-vous de la tête, l'astrologie dans les journaux que vous voyez le matin, oui, Verseau, par exemple, Verseau, euh, amour, travail, etc. Il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Non, l'astrologie, c'est, en fait, savoir comprendre et calculer le temps, en fait, au niveau des signes astro et avoir une compréhension de certains signes. Par exemple, une lune très rouge, exemple, hein, de nuit, une lune très rouge, c'est quelque chose euh, qui n'est pas très fréquent. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose, en fait, qui se produit tous les jours ou toutes les 2 semaines, etc. Je dis ça comme ça, mais c'est pour vous donner un exemple. Et du coup, on sait que à partir de cette date-là, on sait qu'on a dépassé tant de temps. Si on sait que, si on sait que, par exemple, entre la lune rouge que l'on observe aujourd'hui et la lune rouge que l'on a vue précédemment, il y a eu, je sais pas, je dis ça au pif, 50 ans, on sait que 50 ans lunaires se sont passés. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'astrologie. Donc, la cinquième science propédétique, la musique. Donc, certains expliquent que la musique, pourquoi est-ce que la musique est une science propédétique? C'est qu'il y a une science, en fait, dans la composition des notes, la composition du son. Comment est-ce que tu vas construire justement ta musique? Et en fait, c'est quelque chose qui, justement, joue aussi avec l'émotion, etc., etc.
En sixième catégorie des sciences propédeutiques, il y a la science des mesures. Et en septième catégorie, il y a la science des instruments, c'est-à-dire la fabrication de machines simples et des instruments pour les arts et les sciences, comme l'astronomie et la musique. C'est-à-dire que la fabrication d'un astrolabe va rentrer dans la science propédeutique. Ensuite, parmi les autres grandes catégories, on va avoir la physique, donc tout ce qui est lié aux sciences de la nature, et la métaphysique, donc tout ce qui est les sciences du divin et le principe des choses. Donc, pour ce qui est de la physique, les sciences de la physique, il y a à connaître le principe des corps naturels, ça c'est le premier élément. Second élément, la connaissance de la nature des éléments et de leur principe de combinaison dans la formation des corps. La troisième grande catégorie, c'est la science de la génération et de la corruption des corps. Donc, tout ce qui est lorsque, par exemple, un fruit, un fruit, euh, un plat, enfin, un corps naturel, en fait, se désagrège, moisit, se désagrège, etc. La science de la génération et de la corruption des corps, donc ça on vient de voir. La quatrième, la composition des éléments. La cinquième, la science des corps composés des quatre éléments et de leurs propriétés. Donc les quatre éléments, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, c'est en fait ce qui a été pensé comme étant les quatre éléments en fait qui font l'humeur. Donc la bile jaune, la bile noire, le sang et le dernier, j'oublie toujours. Mais généralement, en fait, dans cette pensée à cette époque-là, c'est ces quatre éléments-là, en fait. On n'est pas dans le truc comme dans Avatar, l'eau, le feu, la terre, l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà. Non, là, c'est vraiment quelque chose de plus rationnel, de plus palpable. Donc la science des minéraux, tout ce qui est lié aux pierres, etc. La botanique, tout ce qui est lié aux plantes, et la zoologie, tout ce qui est lié aux animaux. Donc ça, c'est tout ce qui se classifie dans les sciences dites physiques pour les peuples. Et enfin, pour ce qui est des notions de métaphysique, donc il y a la connaissance de l'essence des êtres. Donc, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui fait que si on enlève cette chose-là, l'être n'existe plus? Donc ça, c'est le premier aspect dans les sciences métaphysiques. Le deuxième aspect, c'est la connaissance des principes des sciences particulières et des sciences de l'observation, entre guillemets, la philosophie première d'Aristote. La troisième grande catégorie la troisième classification dans la métaphysique, c'est la connaissance des êtres non corporels, de leur qualité, de leur caractère conduisant à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Dieu dont la vérité est un des noms. En gros, là, ça va plus être, en fait, ça va plus être, si je comprends bien la chose, les questions d'ordre des asma ou sifat. Voilà. Et enfin, la dernière grande catégorie de sciences, c'est les sciences dites de la société. Donc, la jurisprudence, le fiqh ou la rhétorique. Euh, donc là, ici, la rhétorique, c'est ce qu'on pourrait appeler le ilm al-kalam ou le mantiq. Pourquoi est-ce qu'on le classe dans les sciences de la société? C'est parce que, en fait, ces sciences-là permettent justement de présenter de manière rationnelle la religion musulmane qui organise la société à l'époque aux non-musulmans. Voilà pourquoi est-ce que la rhétorique rentre dans les sciences de la société selon la pensée d'Al-Farabi. Après, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas forcément en détail. Je vais être honnête avec vous, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas forcément en détail, justement toute la question de Ilm al-Kalem, de Mantiq, etc. Ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié vraiment en profondeur. Donc, je pourrais pas vous aider plus que ça, en fait. Voilà. Je suis honnête avec vous. Mais en tout cas, effectivement, on voit déjà que
cette pensée de codification, de classification des sciences est utile. Puisqu'on sent déjà qu'on commence à penser, vu qu'on pense une classification des sciences, on pense déjà à une future spécialisation dans un domaine dans un domaine. Et c'est là où ça commence à être intéressant. On reste dans, ça reste des savants qui étaient polymathes, qui maîtrisaient plusieurs types de sciences, qui maîtrisaient plusieurs types de sciences, qui maîtrisaient en profondeur l'épistémologie. Mais on sent que ils commencent à préparer justement une suite où la, la science va devenir une spécialisation. La science va se spécialiser. La science va si je puis dire, se codifier. Où après, de plus en plus de personnes vont maîtriser certains aspects de la science. Il y aura de moins en moins de polymathes, de moins en moins d'épistémologues, mais de plus en plus de spécialistes. Et eux ont posé les premiers jalons de ça. Maintenant, il y a une deuxième grande classification qui est intéressante parce qu'on fait justement un cours sur sa pensée, c'est Ibn Khaldun. Donc, Ibn Khaldun a, est un autre polymathe, épistémologue, qui d'ailleurs a posé les bases euh, d'une méthode scientifique dans le traitement de l'histoire, de la sociologie et de l'anthropologie, et qui est la base justement de toute cette pensée-là. Et on peut même lui inclure en fait une certaine forme de pensée politique dans sa manière de penser la civilisation, comme on le voit dans nos cours sur la pensée d'Ibn Khaldun. Maintenant, la question ici est comment est-ce que Ibn Khaldun justement a pensé et codifié les sciences? C'est ce qu'on va voir maintenant et après on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, les premières tentatives de classification furent modifiées et améliorées au siècle suivant par Avicenne, donc Ibn Sina, dans son livre de la guérison et dans son traité de la classification des sciences intellectuelles, et par les frères de la pureté. Les frères de la pureté, comment ils... Ah, voilà, Ikhwanous Safwa. Ça m'est venu. J'allais aller les chercher dans un livre parce que je sais que je l'avais lu dans un livre, mais c'est les Ikhwanous Safwa. Et donc, cette classification a été améliorée par les Ikhwan Safwa dans leurs célèbres lettres, c'est-à-dire leurs échanges entre eux. Cette tradition de la classification ainsi que la description des sciences prirent de plus en plus d'importance avec l'élaboration des disciplines particulières. On le voit notamment avec le livre des 60 sciences du théologien Fakhreddin al-Razi, al-Razi, au sixième siècle de l'Hégire, soit au XIe siècle du calendrier grégorien. Les travaux les plus détaillés et les plus complets sont cependant ceux d'auteurs qui s'échelonnent du 8e siècle de l'Hégire, soit le 14e siècle grégorien, jusqu'au 11e siècle de l'Hégire, soit le 17e siècle grégorien, tels que le bonheur de Tachkou Brazadeh, les éléments précieux des sciences, c'est donc les éléments précieux des sciences. Donc l'encyclopédie qu'on vient de citer, les éléments précieux des sciences, est aujourd'hui un peu oublié. Mais son auteur, c'est Shamseddin al-Amouli. La classification des doutes de Haji Khalifa et la célèbre Introduction à l'histoire ou Al-Muqaddima d'Ibn Khaldun, qui contient les meilleures descriptions et classifications des sciences. Donc, l'analyse d'Ibn Khaldun donne des sciences à la fin de la période la plus riche de l'histoire de l'islam et le résultat de la réflexion approfondie sur son époque d'un éminent historien et lettré, réflexion qui le situe en quelque sorte en dehors du temps. Donc même si l'audience de sa Muqaddima n'a pas été universelle
dans les siècles suivants, on y trouve résumé l'ordre dans lequel les écoles islamiques ont étudié les arts et les sciences. Nombre d'entre elles n'ont pas retenu toutes les disciplines énumérées par Ibn Khaldun, surtout dans le monde sunnite. Mais elles en ont généralement admis le principe de la classification que l'on peut considérer historiquement comme la version définitive de la division des sciences en islam et qui se résume comme suit. Les sciences philosophiques, intellectuelles, que l'homme peut apprendre naturellement en usant de raisons innées. Les sciences transmises, dont l'étude exige un retour à la source de la transmission, c'est-à-dire le fondateur de la science. Et pour les sciences religieuses, à l'origine de la révélation. Donc, ici, on a une petite note de l'éditeur. Donc, la division entre les sciences transmises et les sciences intellectuelles se reporte à l'analyse importante que donne William Chittick dans L'âme et le cosmos, qui est sorti à ces émissions. Donc, la classification d'Ibn Khaldun peut être résumée ainsi. Donc, la première grande catégorie, c'est les sciences philosophiques et intellectuelles. Donc, tout ce qui est les sciences liées à la pensée. Donc, la première, c'est la logique. La seconde, la physique, ou les sciences de la nature, la médecine et l'agriculture. La troisième catégorie, c'est les sciences de l'être qui sont au-delà de la nature, ou les êtres métaphysiques, comme la magie, les talismans, la science du secret des lettres et l'alchimie. Donc, c'est-à-dire certaines sciences qui sont pratiquées notamment dans dans la théologie juive, où une lettre correspond à un numéro, et ce numéro va donner en fait un sens caché. Et l'alchimie, euh, l'alchimie, c'est des sciences aux portes de la métaphysique et de la physique. Donc en quatrième catégorie, il y a la science des mesures, donc la géométrie, qui est plane dans l'espace, donc en volume, et l'optique. Également l'arithmétique, la propriété des nombres, l'art du calcul, l'algèbre, les transactions commerciales, les lois successorales, donc tout ce qui est lié au nombre, au calcul. Mais également, on peut mettre dans cette catégorie donc la science des mesures, la musique, parce que quand on dit battre la mesure, c'est un rythme qui est défini, où la musique doit se concorder à ce rythme. Ce qu'on appelle, pourquoi pas aussi aujourd'hui dans la musique, les BPM, les battements sur la mesure. Donc la musique est une science quand même. La musique reste pour beaucoup une science une science qui est logique, qui a une certaine forme de logique, qui a une certaine forme d'intellect, qui a une certaine forme de calcul, qui se mesure. Donc l'astronomie, donc l'élaboration des tables astronomiques, le mouvement des corps célestes et l'astrologie judiciaire. Et enfin, les sciences qui sont transmises, révélées. Donc le Coran, son interprétation et sa récitation, le hadith, donc la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et sa transmission, le fiqh, la jurisprudence et tout ce qui est lié à la charia, la théologie, donc là on est plutôt dans ce qu'on appelle la aqida, on fait une distinction entre les deux, le tasawwuf, donc le soufisme, dans les sciences transmises, et enfin les sciences du langage, donc la grammaire, la lexicographie et la littérature. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la classification d'Ibn Khaldun dans la Muqaddimah. Donc toutes ces sciences n'ont pas été enseignées dans les établissements d'enseignement, mais elles se sont transmises de génération en génération, dans un cadre officiel ou privé. À ce titre, elles constituent l'un des piliers de la vie intellectuelle en islam. Il serait possible de donner dans ces pages des exemples de toutes les sciences, même à nous limiter aux sciences de la nature. Nous nous bornerons donc à décrire brièvement ce système d'enseignement dans lequel on doit, on doit d'avoir gardé, on se doit d'avoir gardé cette tradition d'études suivante à travers les siècles. Nous proposons de présenter des extraits d'œuvres présentatives des écoles scientifiques et philosophiques les plus importantes et propres à donner un aperçu de la riche mosaïque de l'histoire de l'intelligence en terre d'islam.
Donc là, après, il développe sur les questions des différents types d'enseignement et des différentes écoles. Et ça, on l'a déjà vu dans des cours précédents. Mais ça a été important quand même de parler, de discuter de cette codification justement de, euh, de cette codification justement des sciences. Bon, il rajoute aussi justement dedans les observatoires comme étant un lieu de transmission de savoir. Et ça, je pense qu'on va en parler la semaine prochaine, je pense. Parce que je pense que ça, c'est trop peu délaissé. Voilà, je pense que... Il y a les hôpitaux aussi comme lieu de savoir, tout ce qui est lié à la médecine. Et je vous laisse une surprise. Je vous laisse une surprise pour la semaine prochaine. On va parler d'un lieu on va parler d'un lieu de transmission de savoir, peut-être que beaucoup oublient, mais qui reste quand même important. Donc je vous laisse la surprise et on va rester un petit peu là pendant peut-être deux, trois cours sur la science. Ensuite, on va repasser sur de l'art et voilà. De toute façon, on va faire un peu le lien entre les deux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة كما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم